à l'heure actuelle, de moins en moins, mais quand même, il y a beaucoup d'interventions au cours de l'accouchement en France qui va modifier le déroulé. C'est comme un organisme. À partir du moment où on prend un médicament, on va avoir des effets secondaires de ce médicament. Éventuellement, pas toujours, mais éventuellement. Donc, quand on modifie un processus naturel, eh bien, il va y avoir des effets secondaires à cette modification. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur la chaîne de Nexus pour parler aujourd'hui de l'accouchement physiologique avec une sage-femme qui exerce en libéral depuis plus de 30 ans. Elle réalise des accouchements à domicile. On verra avec elle les enjeux de l'accouchement à domicile, les difficultés, mais aussi les bénéfices des accouchements physiologiques pour la santé de la maman et aussi des bébés et de la société. On le verra tout au long de cet entretien. Mais avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir. Nexus est un média indépendant et sans publicité. Nous sommes disponibles en kiosque et sur nexus.fr. N'hésitez pas à nous soutenir. C'est grâce à nos lecteurs qu'on peut vous proposer des contenus en accès libre. Et n'oubliez pas notre grande soirée des 25 ans de Nexus le 5 septembre au mythique théâtre du Gymnase. Le lien de l'inscription est dans le texte de la vidéo. Et tout de suite, j'accueille Sidonie Lepoulpetit. Bonjour Sidonie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien pour Nexus. Ça fait un moment qu'on se connaît. J'ai vu un petit peu ton travail. J'avais interviewé aussi très récemment Michel Audin, que tu connais, j'imagine. Oui, je l'ai croisé, on va dire, plus que je le connais. Mais... Et une collègue à toi, Maïti Trélarin, pour aborder cette question qu'on laisse un peu de côté dans nos réflexions, dans cette société. À cette époque, on a l'impression que l'accouchement, c'est quelque chose de vu, de validé et de maîtrisé dans le milieu hospitalier traditionnel. Et en fait, en faisant un petit peu mes enquêtes, je me suis rendu compte qu'il y a très, très peu de sages-femmes qui accouchent à domicile en France. Vous êtes une centaine. À peu près. À peu près. Exactement. Pour un pays de plus de 66 millions d'habitants. Comment est-ce que tu expliques que vous êtes si peu une espèce en voie de disparition ? Non, en fait, on n'est pas une espèce en voie de disparition, puisque ça fait 30 ans que c'est à peu près toujours pareil. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments, et même il y en a eu une soixantaine, et puis il y a des moments où on est 120, mais enfin disons que ça reste. Le chiffre est à peu près constant, c'est étrange. Il y a des moments où il a commencé à monter, puis il y a eu des événements qui ont fait qu'il y en a beaucoup qui ont stoppé leur activité. J'ai envie de dire que c'est une façon d'exercer qui, déjà d'un point de vue personnel, demande énormément de disponibilité. Donc, par exemple, quand on est une jeune sage-femme et qu'on a envie de construire une famille, c'est pas évident d'être 24 heures sur 24 d'astreinte, 7 jours sur 7. Ça veut dire ne pas partir en week-end en Bretagne, ne rien décider quasiment à la dernière minute. La plupart des gens, ils se disent le vendredi à midi, tiens, si on allait en Normandie ce week-end. Pour toi, là, c'est pas possible. Voilà. C'est vrai que tu m'avais dit d'ailleurs avant de commencer cet entretien, pas laisser le téléphone en silencieux pour toi. Voilà. Tu peux être appelé à tout moment. Exactement. J'espère qu'on pourra aller au bout de cet entretien. Oui, mais c'est quasi sûr, je pense. Espérons. En tout cas, tu as beaucoup de connaissances et d'expériences à nous partager. Moi, j'ai trouvé passionnant. On a un peu préparé cet entretien ensemble dernièrement et je me rendais pas compte à quel point c'est très important pour la société, c'est pas que pour le bébé et pour la maman, pour la société d'avoir des accouchements physiologiques. Déjà, moi, j'avais envie de te demander, puisque on voit le sacrifice que ça te coûte. Puis bon, je pense pas que vous rouliez vraiment sur l'or, hein. Les sages-femmes à domicile sont pas non plus richissimes, donc il y a une vraie passion. Qu'est-ce qui a animé et motivé ton choix de devenir sage-femme à domicile et quelles sont les difficultés pour y parvenir aujourd'hui en France, en 2025 par exemple?
Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. J'ai envie de dire sur mon parcours personnel, c'est en même temps logique, j'ai envie de dire, ce qui m'est arrivé. Et en même temps, c'est aussi des histoires de rencontres. C'est toujours comme ça, la vie d'ailleurs. Assez tôt, j'ai souhaité être sage-femme. Ma grand-mère était sage-femme. Et j'hésitais, évidemment, comme plein de jeunes, j'étais très attirée par la photo. J'étais assez passionnée. Et je me souviens d'une discussion avec ma grand-mère quand elle me demande qu'est-ce que je veux faire, et donc je lui fais part, je sais plus, je suis adolescente, je me souviens plus quel âge, et elle me dit, donc je lui dis, j'hésite, photo, sage-femme, elle me dit, aujourd'hui il n'y a plus de sage-femme, je te conseille de faire de la photo. Donc, ça a dû piquer ma curiosité, et donc me voilà partie sur des études de sage-femme. Et au cours de nos études, on doit à la fin produire un mémoire de fin d'études. Et il était déjà sur ce thème de l'accompagnement global et de l'accouchement à domicile. Et voilà. Et puis au cours de ma vie, j'ai moi-même eu des enfants, dont le dernier qui est né à la maison. Les 3 autres, parcours normal, clinique ou hôpital? Alors, c'est compliqué le parcours normal pour les sages-femmes parce que comme on connaît plein d'équipes et plein de collègues, on se fait, même si on accouche à l'hôpital, on se fait souvent très dorloter. C'est un peu comme à la maison, si tu veux, d'une certaine manière. Il y a un peu des passe-droits. Là, pour beaucoup, je dis pas toutes et tout le temps partout, mais donc si tu accouches là où tu travailles, souvent tu es un peu bichonné, quoi. Donc tu n'es jamais dans une situation pareille que tout le monde, non. Mais du coup, voilà, et la vie a fait que je me suis installée en libéral pour accompagner des accouchements à domicile. Ça, c'était en 2001. Et en 2001, il y a eu l'arrêt de la prise en charge par les assurances. C'était en 2001. Jusque-là, vous étiez... les sages-femmes étaient assurées. Assurées pour tout type de problématique pendant l'accouchement. Hein. C'est, en gros, pour tout type de... C'est un problème de santé du bébé? Non, c'est pas que pour les accouchements. C'est pour toute l'activité. Les sages-femmes étaient assurées pour toute leur activité. Et si elles faisaient des accouchements, les accouchements compris. Donc, en 2001, il s'est produit un événement en France qui a été l'arrêt Perruche. D'accord, c'est quoi ça? L'arrêt Perruche, c'est la première fois en France qu'il y a eu un... Alors maintenant, ça paraît étrange, mais avant cette date, il n'y avait pas de lien juridique entre un suivi de grossesse, un accouchement et un risque, j'ai envie de dire, pénal ou voilà, un risque judiciaire. Et donc, l'arrêt Perruche, c'est la première fois que la justice française indemnisait une famille sur une problématique de suivi de grossesse et donc a indemnisé de manière assez importante, en tout cas pour l'époque, c'était une première en France. Donc, ce qui veut dire que le risque assurantiel devenait tout autre, si tu veux. Personnel, en gros. Non, ça veut dire que pour les assurances, le risque était beaucoup plus grand. D'accord. Du coup, les assureurs ont monté leur prime d'assurance, même pour les médecins libéraux. Les médecins qui travaillent en clinique, ils ont vu leur prime d'assurance augmenter de manière extrêmement importante. Ils ont fait la grève d'ailleurs pendant plusieurs mois. Ils ont refusé enfin, je ne me souviens plus de la forme de leur grève, mais en tout cas, ils ont manifesté leur mécontentement, ce qui fait que bon, les syndicats de médecins sont assez puissants, je dois dire, et ils ont obtenu une aide
financière de la part de la sécurité sociale, de leur prime d'assurance, s'ils répondaient à des conditions. Donc, ce qui n'a pas été le cas pour les sages-femmes. Les sages-femmes, oui, voilà. Donc à partir Attends, je finis juste mon raisonnement si tu veux bien. Et l'autre problématique, c'est que l'accouchement en institution est encadré par des recommandations, par une organisation bien, j'ai envie de dire, identifiée, un parcours de soins très balisé, en tout cas en France. Et l'accouchement à domicile, c'était absolument pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas toujours, d'ailleurs. Du coup, les assureurs ont stoppé net les assurances parce qu'ils ne pouvaient, ils argumentent qu'ils ne peuvent pas estimer le risque. Voilà. Donc, partir de là... partir de là, il n'y a plus d'assurance. Donc, vous êtes voué à prendre un risque sans pouvoir être assuré, en gros, à partir de 2001. Voilà, parce qu'il y a une loi européenne qui est passée et qui, d'ailleurs, demande à tous les professionnels de santé de l'Europe, enfin des pays de l'Europe, tous les professionnels de santé doivent être assurés pour tous les soins qu'ils proposent. Donc cette obligation d'assurance ne peut pas être remplie par les sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, puisqu'elles ne peuvent pas trouver d'assurance. Il n'y a aucun assureur français, en France, même étranger, qui ne veut assurer les sages-femmes françaises à cause de la jurisprudence française. Donc là, pour la centaine de sages-femmes qui accouchent à domicile en France, pour tout problème qui peut advenir, les conséquences sont pour elles. S'il y a un souci, s'il y a des indemnités, des choses, si par exemple les parents portent plainte. Absolument. Absolument. Les sages-femmes sont pénalement responsables. Enfin, donc du coup, oui. Ça peut. Ok, donc ça a un effet, j'imagine, dissuasif, parce que bon, je regardais les chiffres. Exactement. Il y a plus de 24 000 sages-femmes en France pour une centaine de sages-femmes à domicile, donc l'effet dissuasif fonctionne assez bien à ce niveau-là. On ne sait pas, en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a cet état de fait de l'absence d'assurance, et c'est vrai. Il y a aussi la vie personnelle. Enfin, si tu veux, c'est multifactoriel. Et voilà. Et malgré tout, il y en a quand même quelques-unes qui tiennent bon et qui arrivent à s'épanouir dans cette voie-là. Oui, on essaye. Bon, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire à peu près, aujourd'hui, tu as combien d'accouchements à ton actif Non, je ne sais pas. Plusieurs centaines, mais je ne les compte pas. Je sais que j'ai des collègues qui le font, mais ce n'est pas mon cas. Je pourrais le faire si je m'en donnais la peine, mais il faudrait y compter. Ouais. Parce que je garde des traces, évidemment, de tous les accouchements que j'ai accompagnés, mais en tout cas, en libéral... Après, j'ai pas fait le décompte des accouchements hospitaliers que j'ai accompagnés parce que j'ai pratiqué en institution une partie, quelques années au moins. Alors j'aurais des petites questions sur les meilleurs moments, les bons moments, les anecdotes, comprendre un petit peu ton univers aussi. Que peu de gens connaissent, mais j'ai envie de terminer un peu sur cette partie, on va dire comment est-ce que toi aujourd'hui, alors tu es membre de l'APAD, l'association des professionnels qui accompagnent les accouchements à domicile. Tu m'as dit c'est une association dans laquelle tu es au conseil d'administration depuis 2019. Cette association existe, elle essaye de favoriser le développement, l'intégration des accouchements à domicile avec les structures hospitalières. Dans le système de soins. De soins, voilà. Comment ça se passe aujourd'hui avec les institutions un peu conventionnelles
Toi, tu exerces en région parisienne. Hein. Comment ça se passe pour vous avec les institutions officielles, type soit hôpitaux, cliniques, ou l'ARS aussi, dont vous dépendez? Est-ce que vous êtes en difficulté? Est-ce que, au contraire, vous pouvez exercer votre travail facilement? C'est très dépendant de dans quelle région on travaille. En Île-de-France, il y a quand même beaucoup de maternités, donc on peut potentiellement, on a des partenaires avec qui on travaille régulièrement et avec qui d'ailleurs ça se passe plutôt très bien. Donc en région parisienne, j'ai envie de dire c'est plutôt parmi les régions où ça se passe bien, parce qu'il y a énormément de maternités. Donc sur cette lot de maternités, on a des maternités partenaires. Mais il y a des régions où il y a un hôpital ou 2 hôpitaux ou un hôpital et une clinique. Et enfin, tu vois, il y a des zones en France où il n'y a pas vraiment de choix, donc tu es obligé de travailler avec ces institutions, et des fois ça se passe très bien et des fois ça se passe pas très bien. Voilà. Il y a une confrontation parfois entre les équipes médicales un peu conventionnelles qui s'opposent au travail des sages-femmes à domicile. Est-ce qu'il y a une opposition qui peut se manifester? Oui, après c'est rarement aussi direct, même si ça peut l'être parfois. C'est surtout, par exemple, il y a des maternités qui refusent de rencontrer les sages-femmes AAD. Donc c'est une absence de lien en réalité qui fait parfois un peu violence, parce qu'une sage-femme, elle peut parfois avoir besoin de demander un avis. C'est pas toujours simple. Enfin, les relations, l'absence de relations, c'est violent finalement, surtout quand l'autre refuse. Voilà. C'est par dogmatisme peut-être parfois Oui, par peur, par croyance, je sais pas, je suis pas à leur place, il faudrait leur demander. Voilà, je pense que quand on parle de la naissance c'est quelque chose qui est très émotionnel et qui renvoie à tout les expériences, j'ai envie de dire professionnelles, mais aussi à des expériences personnelles. Je pense que les soignants sont rarement par hasard soignants, déjà, et quand on se retrouve dans le soin, c'est qu'il y a une raison du parcours aussi, tu vois. Donc je me mets à la place de gens qui ont peur de ça parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Donc du coup, ils ont probablement des réactions assez vives et emportées, parce que c'est l'émotion souvent qui parle plus vite que la raison. En tout cas, ici à Paris, à t'écouter, donc vous êtes un peu mieux lotis que dans d'autres régions. On regardait ensemble. Mais il y a d'autres régions où ça se passe très bien. Ça se passe bien aussi. Oui. Ouais, en fait, c'est assez disparate. On regardait sur la Nouvelle-Aquitaine ensemble tout à l'heure une 4e sage-femme qui était suspendue en 6 mois après des accouchements à domicile parce qu'elles avaient, entre guillemets, simplement transféré leurs patientes en clinique, ce qui pourrait être vu en structure. Voilà, pour peut-être gérer une situation qui s'est présentée au dernier moment. Ça a permis de déclencher leur suspension. On voit que c'est un peu la loterie en France en fonction des régions. Donc il y a des régions où il fait mieux vivre pour accoucher à domicile que d'autres. Exactement. Bon, alors ceux qui nous écoutent, si vous êtes à Paris, c'est plus simple apparemment. D'ailleurs, il y a des structures maintenant au sein de certains hôpitaux où ils intègrent des structures d'accouchement physiologique de plus en plus. Ça se développe. Oui, il y a une demande de la population de plus en plus aussi. Il y a un retour des usagers. Justement, ce que je voulais te demander, qu'est-ce qu'on a à gagner collectivement et individuellement à un accouchement physiologique, et finalement, comment tu définirais ce que c'est qu'un accouchement physiologique? C'est pas simple. Alors, qu'est-ce qu'on y gagnerait? Moi, je dirais que je prendrais pas le problème de cette manière-là. Je ne pense pas
que l'accouchement à domicile peut convenir à tout le monde. Ce n'est pas possible. C'est dans la société dans laquelle on vit. Le plus important, en fait, c'est qu'une femme se sente bien en sécurité émotionnelle, en sécurité physique bien sûr, mais aussi émotionnelle, pour que son accouchement se déroule bien. Donc si elle a besoin d'être à l'hôpital, elle a besoin d'être à l'hôpital, et c'est important que l'hôpital soit là pour répondre à ces femmes-là qui ont besoin. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est un accouchement physiologique ? Personne n'est d'accord. En fait, figure-toi qu'il y a quelques années, il y a des recommandations de l'HAS qui s'appellent l'accouchement normal. Et ce groupe de travail a discuté pendant des heures et ne se sont pas mis d'accord sur qu'est-ce que c'était un accouchement physiologique. Donc, c'est pas juste un accouchement sans péridurale, quoi. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est la physiologie en général ? La physiologie, c'est le fonctionnement. C'est comment ça fonctionne. On peut parler de physiologie digestive, physiologie de la respiration, voilà. Et donc, la physiologie de la grossesse, de l'accouchement, ça décrit un phénomène pour que un bébé puisse grandir à l'intérieur du ventre de sa maman, puisse en sortir 9 mois après, normalement. Voilà, et puis et toute la continuité avec le maternage juste après l'accouchement. Tout ça, ça fait partie de on va dire, la physiologie de l'accouchement. Le corps, comme toutes les autres fonctions du corps, la grossesse et l'accouchement sont plutôt très bien organisés. Donc c'est ça qu'on va appeler la physiologie. La problématique, c'est que la physiologie n'intéresse pas grand monde de plein de manières différentes. D'abord, en général, la médecine occidentale aborde plutôt l'histoire de la santé, justement, à travers les pathologies, et non pas sur la salutogénèse. Et d'un point de vue de la salutogénèse... Qu'est-ce que ça veut dire, salutogénèse ? C'est justement, c'est le maintien dans la bonne santé, on va dire, en gros. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir le corps ? Alors, de plus en plus, il y a des tas de gens qui s'y intéressent, à travers, je sais pas, le microbiote, l'alimentation, etc. Et donc, même si ça part c'est encore un peu marginal, mais l'activité sportive, enfin tout ça, donc ça intéresse même jusqu'aux assureurs, visiblement. Bon, donc ça intéresse quand même de plus en plus, mais grosso modo, l'abord de la médecine, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait quand ça dysfonctionne. Mais pas grand monde s'intéresse à comment ça fonctionne. Et par exemple, dans notre pays, ce qui n'est pas le cas de tous les pays européens notamment, dans notre bon pays, la France, les sages-femmes et les médecins ne sont pas éduqués à la physiologie et au déroulement d'un accouchement normal. C'est-à-dire que dans notre formation est quasi inexistante. On est formé à des tas de choses. On est formé à une certaine physiologie, mais pas la physiologie appliquée à l'accouchement, j'ai envie de dire. Et puis, et on est formé à la pathologie. En fait, les sages-femmes, c'est une profession médicale. Comme les médecins, comme les dentistes, mais à compétences, j'ai envie de dire, pas limitées, mais oui, c'est ça, limitées circonscrites à cette spécialité-là.
du fonctionnement du corps de la femme. En gros, elles vont très bien gérer les situations graves, Attends, non, là on parle de la bonne santé. Et par contre, on peut établir des diagnostics. Donc on doit savoir reconnaître la pathologie. C'est en cela que notre profession est médicale. C'est qu'on a le droit au diagnostic. Une infirmière, par exemple, toutes les professions paramédicales sont associés au diagnostic, mais ce n'est pas eux qui le posent officiellement. D'accord. Tu vois, voilà. Tandis qu'une sage-femme fait des diagnostics. Peut poser le diagnostic. Donc, il faut avoir une connaissance des dysfonctionnements. C'est sûr, donc de la pathologie. Mais voilà, notre formation française est très très axée sur la pathologie. Et qu'est-ce que ça change de bien connaître la physiologie de l'accouchement pour une sage-femme? C'est d'abord, qu'est-ce que ça change? Eh bien, justement, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça aide beaucoup à repérer la pathologie. C'est-à-dire que, en gros, savoir observer le déroulé normal d'un accouchement, c'est du coup savoir repérer qu'est-ce qui ne se fonctionne pas. Voilà. Et en fait, à l'heure actuelle, de moins en moins, mais quand même, il y a beaucoup d'interventions au cours de l'accouchement en France qui va modifier le déroulé. C'est comme un organisme. À partir du moment où on prend un médicament, on va avoir des effets secondaires de ce médicament. Éventuellement, pas toujours, mais éventuellement. Donc, quand on modifie un processus naturel, eh bien, il va y avoir des effets secondaires à cette modification. Voilà. Et ça, c'est la conséquence de donc cette surmédicalisation. Ce serait la conséquence d'une absence ou manque de carence de respect de la physiologie dans l'accouchement. C'est-à-dire, ils vont trop vite. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Par exemple, tu me disais quand on préparait aussi parfois cet entretien, dans des discussions, des anecdotes, tu m'expliquais que par exemple, en structure hospitalière, on va pas laisser forcément le même temps à une femme pour sortir le bébé. À passer un certain délai, ils vont peut-être déclencher. Parce que ce temps-là inquiète. En fait, j'ai oublié de dire que, et ça c'est très important, qu'en même temps, il y a une physiologie globale, une compréhension globale des phénomènes physiologiques, et en même temps, chaque femme a sa propre physiologie. Donc, elle a des spécificités qui lui sont propres. Donc, il y a des femmes qui vont avoir besoin de plus de temps que d'autres. Alors, j'ai envie de dire, le système classique, bien sûr, intègre cette différence, mais n'ont pas une grande tolérance. Voilà. Donc, ils vont, du coup, intervenir assez vite. Et j'ai envie de dire que, par expérience, à force d'observer des femmes qui accouchent, parfois, on a des variations qui sont très importantes. Par exemple, le temps de pousser. Donc on est à la fin de l'accouchement, la femme ressent des besoins de pousser parce que le bébé est très bas, donc il va bientôt naître. Alors combien de temps on se donne? Donc en France, selon les établissements, il y a une tolérance entre 30 minutes et 1 heure. Et moi j'ai accompagné des femmes qui prenaient 1h30, parfois même 2 heures, sans que cela m'inquiète. Ça pourrait être inquiétant pour certaines femmes. Alors, comment savoir? Mais en fait,
l'accouchement à domicile, il n'arrive pas comme ça. On rejoint pas. C'est pas une femme que l'on rencontre à la dernière minute. C'est un parcours. C'est un parcours. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement global par une sage-femme. Donc c'est une femme qu'on a rencontrée le plus tôt possible dans sa grossesse. Voilà, on va suivre médicalement la grossesse. On va assurer la préparation à la naissance. Donc il y a plein d'espace pour la rencontrer. Donc comme cette femme, elle a un utérus avec un bébé dedans, certes, bien sûr. C'est l'objet principal de la préoccupation. Mais cette femme, elle a un parcours de vie, elle a une personnalité, Donc, c'est important d'envisager l'accouchement à domicile dans le cadre de cet accompagnement qui est depuis le début de la grossesse. Sinon, ça pourrait représenter un risque, un danger? Ben oui, parce que justement, comment déterminer, par exemple, il y a des femmes, pourquoi il y a des femmes qui vont mettre beaucoup de temps pour justement pousser cet enfant dehors? Ben, il peut y avoir, et c'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs, des problèmes mécaniques qui empêchent l'enfant de progresser, mais ça peut être aussi des femmes qui ont très peur. Donc elle pousse, mais bon, point trop n'en faut, comme si ne pas pousser, ça allait retarder le moment de la rencontre avec cet enfant. C'est quand même un passage incroyable, ça, qu'on bascule, surtout les femmes qui n'ont jamais accouché, c'est un basculement vers une autre vie, c'est devenir parent, c'est devenir mère, c'est... donc c'est quand même pas rien dans la vie d'un individu, ce moment-là. Et du coup, il y a des femmes qui ont besoin d'un petit temps supplémentaire pour accepter que, ok, on va basculer dans un autre moment de sa vie et avec certaines implications tout de même. Ouais, tu prends beaucoup l'aspect psychologique dans les accouchements. Bon, j'imagine là où à l'hôpital, peut-être moins le temps et moins l'espace pour ça. Tu t'adaptes vraiment à chaque personne. Est-ce que tu as l'impression à chaque fois que c'est comme un rituel de passage pour ces femmes? Moi, j'ai du mal avec ça. Probablement pour certaines, je pense que c'est à chaque femme de définir qu'est-ce que c'est pour elle. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire moi qu'est-ce que c'est plutôt à elle de dire qu'est-ce que c'est pour elle. En tout cas, c'est un passage, ça c'est sûr, un passage. Mais après, un rituel de passage, moi je dirais pas ça. Je sais que d'autres le disent, mais moi je dirais pas ça comme ça. Je pense que pour chaque femme, c'est ce qu'elle définit. Je préfère ça. T'as remarqué une différence significative entre les accouchements que tu as pu faire à domicile et ceux que tu as pu faire en structure pour les mamans dans leur rapport à l'accouchement? Alors, c'est difficile de répondre parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas accouché, enfin que j'ai pas, je veux dire, accompagné une femme en structure, bien que je l'ai fait quand même l'été dernier grâce au JO. Je suis retournée un petit peu l'été en institution, ça faisait très très longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai été extrêmement frappée par quelque chose, c'est que les femmes que j'accompagne dans le cadre de leur projet d'accouchement à domicile, c'est des femmes qui ont besoin tout le temps d'énormément d'explications, qui font des choix avertis, qui en conscience, tout ça. Et là, tout d'un coup, cet été, j'ai rencontré plusieurs femmes au cours de garde, avec qui je me lançais dans des explications comme d'habitude, j'ai envie de dire, et qui me répondaient « Non mais écoutez,
je vous fais confiance, vous êtes la professionnelle de santé, et j'avais l'impression de les encombrer avec mes explications plutôt que de venir répondre à leurs demandes. Bon, du coup, je me suis ajustée, bien sûr, mais voilà, c'est une catégorie. Je ne dis pas que toutes les femmes qui accouchent en institution sont comme ça. En tout cas, ça m'a frappé qu'il y en avait finalement quand même beaucoup plus qu'à la maison. Voilà. Oui, peut-être à la maison, on s'approprie plus. Exactement. Voilà, les femmes sont très demandeuses d'être en conscience, d'être informées par le menu et de faire des choix. Voilà. Voilà. Et peut-être leur conjoint aussi est plus impliqué à domicile. Souvent, ouais, franchement, ouais. Ouais. C'est souvent des décisions de couple, tu as raison. Ouais. Alors, justement, c'est quand même, bon, on va dire que quand on discutait ensemble de ces sujets-là, tu dis c'est pas toi qui fais naître, hein, parce qu'on souvent on va te dire tu as fait naître beaucoup de vie sur Terre. En tout cas, tu as participé à la mise au monde d'énormément de bébés sur Terre. Ça a dû avoir un impact quand même sur toi, sur ta vie. Je me demandais comment ce métier t'a transformé dans ta façon de voir la vie, la mort, le couple, la maternité. Voilà, je ne saurais pas comment te répondre. Oui, forcément, ça m'a transformée. Je pense que ça a augmenté ma tolérance encore plus. Tous ces couples qui viennent, qui sont très différents les uns les autres, ouais, ça... Et puis ça m'a corrigé quelque chose. Quand j'étais jeune sage-femme, comme aujourd'hui encore c'est fait beaucoup, de faire des pronostics. Donc on rencontre une femme pour la première fois et quand on est jeune, on sait tout sur tout et on a décidé que cette femme, elle allait très bien accoucher ou très mal. Ou que ça allait être très compliqué, non pas très mal, mais que ça allait être très compliqué. Donc il y a une sorte de préjugé sur les gens et en fait, plus le temps passe, moins il m'est confirmé que les femmes sont étonnantes et qu'elles non, il ne faut pas les enfermer dans des cases parce qu'elles ont des parcours à travers cette aventure qu'elle a mise au monde. Il y a des femmes qui sont époustouflantes. Des personnes, tu pensais pas qu'elles auraient pu y arriver? Ouais, par exemple. Ouais. Et finalement... Ouais. Et puis il y en a d'autres, on se dit ça va couler de source. Puis finalement, c'est pas si simple, ça vient réveiller des trucs. Et puis, voilà. Comme quoi, ne pas se fier aux apparences. Voilà, exactement. Et ça, vraiment, ça a beaucoup joué. Et du coup, ça a des répercussions sur ma vie personnelle. C'est-à-dire quand tu rencontres quelqu'un, ne pas lui faire son portrait en 2 minutes, quoi. C'est une bonne leçon de vie, ça. Alors, du coup, est-ce qu'il y a un style de couple particulier que tu vois de manière plus prépondérante qui sont le bon profil pour accoucher à domicile? Est-ce que c'est des gens d'une classe sociale particulière, d'un âge particulier, avec une idéologie particulière? Alors, probablement... Et ça, on le sait même par les études, parce que notamment l'APAD, depuis 2018, fait un recueil de données. Alors, c'est pas un recueil de données exhaustif, parce que c'est sur la base du volontariat de chaque sage-femme. Donc, mais on a quand même, des données, même si elles ne sont pas exhaustives. Et en gros, effectivement, on peut considérer que les femmes qui font ce choix d'accouchement alternatif, ça concerne un peu plus la classe sociale un peu plus élevée, ou en tout cas éduquée, qui a fait des études,
Voilà. C'est pas forcément une histoire de classe sociale, mais c'est une histoire d'un parcours d'études. Mais ça, j'ai toutes sortes de gens qui viennent me voir, y compris des gens de la classe ouvrière ou des... Voilà, enfin, c'est tout le monde. En réalité, ça concerne tout le monde. Il faut rappeler aussi que c'est pas donné d'accoucher à domicile, dans le sens où c'est pas vraiment remboursé, comme en structure hospitalière, et donc c'est à la charge des parents. Voilà. Alors quand on a la chance d'avoir une mutuelle, en réalité, c'est important d'expliquer ça aussi. L'idée, c'est que le tarif de la sécurité sociale a été pensé, pas du tout pour les accouchements à domicile, évidemment, mais il a été pensé pour, comme travaillent les médecins libéraux en clinique privée. Donc, en clinique privée, comment ça se passe ? Le médecin suit la grossesse, et au moment du démarrage de l'accouchement, cette femme se présente à la maternité, et elle va être accompagnée par la sage-femme de la structure. Donc, le travail, la surveillance du travail, comme on dit, va être effectuée par la sage-femme de la structure, et le médecin va être appelé à la toute fin. Il va prendre en charge l'accompagnement de l'accouchement de la dame, puis juste après la sortie du placenta, etc. Puis après, il va repartir, et c'est la même sage-femme qui a fait le suivi du travail qui va continuer la surveillance des suites de couches immédiates, etc. Donc, le médecin, il est venu pour travailler 1 heure, peut-être 2, peut-être 3, mais il n'est pas rémunéré. Il va pas être rémunéré pour la surveillance du travail, puis la surveillance des suites. Donc, il va pas travailler 10 heures pour un accouchement. Voilà. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, il y a une rémunération, il y a un tarif. Les sages-femmes et les médecins, par contre, à acte égal, gagnent la même chose. Enfin, je veux dire, c'est la rémunération de la sécurité sociale est la même pour une sage-femme que pour un médecin. Avec des toutes petites différences, mais c'est rien du tout. Et par contre, on ne tient pas compte de la surveillance du travail. Ce qui représente beaucoup de temps. Ce qui représente beaucoup de temps. Donc, le tarif, grosso modo, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est grosso modo 350 €. On ne peut pas travailler 10 heures, 15 heures, 24 heures pour 350 €. Avec la responsabilité que ça représente, le coût dans la vie personnelle. En fait, t'es astreinte tout le temps. Voilà. Donc, c'est pas possible. Donc, on est amené, la plupart des sages-femmes sont amenées à demander des dépassements d'honoraires, et c'est sûr que voilà. Après, j'ai aussi beaucoup de sages-femmes qui savent s'adapter en fonction des familles. Ce qui au final est un peu paradoxal, parce que bon, ça coûte plus cher aux parents, certes, mais par contre, en réalité, quand on compare à ce que ça coûte à la sécurité sociale, un accouchement conventionnel, ce serait beaucoup moins cher de favoriser l'accouchement à domicile. Exactement. Et on est dans une toute autre logique. Donc, voilà. Sachant qu'en plus, avec les hôpitaux qui sont financés par la tarification à l'acte, on imagine très bien la volonté pour certains d'entre eux de favoriser certains actes. Alors, je voudrais aussi préciser, parce que ça, c'est dans l'actualité pas toute récente, mais relativement récente, la sécurité sociale et nos syndicats de sages-femmes ont négocié tout un volet sur l'accompagnement global, mais concernant l'accouchement en maison de naissance et les accouchements en plateau technique. Donc il y a eu une revalorisation du travail des sages-femmes pour ces 2 cas de figure, mais il a été ôté des négociations, l'accouchement à domicile, sur demande du ministère, alors qu'au départ il était prévu que ça soit discuté. Et ça aurait permis quoi si c'était resté Ça aurait permis une rémunération plus conséquente des sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, et donc une diminution des dépassements d'honoraires pour les parents. Pour les parents. D'accord, effectivement. Bon,
on voit que ça avance petit à petit en tout cas, au niveau des mentalités. Voilà. Bon. Mais c'est déjà une bonne chose, j'imagine, quand tu as commencé ta carrière, ça devait être... Bon, après tu m'as dit il y a eu 2001, la fameuse loi de 2001, mais depuis 2001, tu penses que c'est un peu mieux aujourd'hui? C'est un petit peu plus simple. Ouais, au niveau de la rémunération, c'est un petit... Oui, c'est mieux qu'il y a en 2001. Bon, les mentalités avancent. Et les mentalités. C'est vrai qu'en France, on est, je crois, à 0,3% des accouchements qui se font à domicile. En Angleterre, j'avais vérifié, c'était à peu près 10 fois plus. Donc on était autour de 2-3%. Oui, alors ça dépend des régions. En Angleterre, il y a des régions où il n'y en a quasiment pas, il y a des régions où il y a 10%. Ouais. Donc c'est très disparate aussi. Ça dépend probablement de l'organisation locale. Hein. Voilà. On n'est pas les plus avancés là-dessus, en tout cas en Europe. Non, il y a quelques pays où l'accouchement à domicile fait partie du système de soins. Il y a le Canada, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande. Et après, il y a des pays où c'est toléré, comme la Belgique, la Suisse. Voilà. Je crois que la Suisse, ils viennent d'avoir tout fraîchement des recommandations. Voilà. On est un peu à la traîne. On est un peu à la traîne. Ouais. Mais espérons que ça fasse, justement, en faisant des interviews, en mettant en avant aussi le travail des sages-femmes, ça fasse un petit peu effet boule de neige. Parce qu'il y a beaucoup aussi, j'entends, de femmes qui voudraient accoucher dans certains endroits, mais il n'y a pas de sage-femme à domicile. Voilà. Et elles ne peuvent pas, du coup, à moins de faire ça de manière un peu clandestine, mais c'est extrêmement risqué. Il y a des couples qui sont amenés par dépit à procéder à un accouchement qu'on appelle des ANA, accouchement non assisté, c'est-à-dire sans personnel médical. Alors il y a parmi les gens qui font ce choix-là, il y a des gens qui font ce choix par conviction, et il y a des personnes qui font ce choix par dépit parce qu'ils ne trouvent pas de sage-femme. Voilà. Ce qui augmente encore plus le risque. Ça dépend de quel point de vue on se place, mais en tout cas, moi je le pense, oui, que ça... Il y a des femmes des gens qui sont favorables à l'ANA et qui argumentent le fait qu'on va savoir reconnaître et tout ça quand ça dysfonctionne. Mais en réalité, c'est pas si simple que ça. Est-ce que toi, on se dit avec les centaines de naissances que tu as vécues, elles doivent être toutes uniques et particulières? Oui, alors je m'en rappelle pas de toutes. Hein. J'imagine de quelques-unes. Je m'en rappelle de quelques-unes, oui. Est-ce que justement, parmi celles dont tu te souviens, est-ce qu'il y en a une qui t'a bouleversé plus que d'autres? Il n'y en a pas une, il y en a plein qui m'ont bouleversé plus que d'autres. Il y a des jolies histoires, je pense à par exemple, je l'appelle l'accouchement au chocolat. Au gâteau au chocolat, c'est une deuxième part qui vient me voir assez tardivement. Deuxième part, pour ceux qui ne savent pas. Oui, c'est son deuxième enfant. C'est la deuxième fois qu'elle va accoucher. La parturition, c'est le fait d'accoucher. Voilà. Donc, c'est une deuxième part. Donc, elle a une petite fille qui est très petite, qui est très jeune, qui a 1 an. Et elle se présente au milieu de grossesse, 5 mois, je pense. Et elle me dit, alors, je demande toujours, comme mes collègues d'ailleurs, on demande toujours pourquoi tu as envie d'accoucher à domicile. Et son argument à elle, c'est qu'elle ne veut pas être séparée de son aîné. Et donc, très bien. Bon. Et elle me dit au cours de l'entretien, mais j'ai quand même très peur d'avoir mal. Est-ce qu'on pourrait pas faire une petite péridurale à la maison?
Alors, je lui dis, bah non, ma chérie, on fait pas de péridurale à la maison, il y a pas d'anesthésiste, j'ai pas d'anesthésiste dans ma poche, et puis ça nécessite une surveillance, une péridurale, donc on peut pas faire ça en dehors de l'hôpital. Donc voilà, on en reste là. Voilà. Le jour de l'accouchement, elle m'appelle, et donc j'arrive, et au moment où j'arrive, ses contractions diminuent. Et bon, je sens qu'elle a peur de ses sensations, elle s'interroge beaucoup. Et donc plusieurs fois, ces contractions reprennent, puis s'estompent, etc. Et je lui dis, au bout d'un moment, au bout de quelques heures, je lui propose, je lui dis, est-ce que finalement, tu n'aurais pas envie d'aller à l'hôpital et poser une péridurale? Peut-être que c'est ça dont tu as besoin. Et elle me répond, je vais réfléchir. Laisse-moi un petit peu de temps. Donc, il monte en couple avec son conjoint, il monte à l'étage, et le temps s'écoule. Un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et puis ils descendent. Et en gros, je lui demande, alors, c'est quoi ta décision? Et elle me dit, bah, on a décidé de faire un gâteau au chocolat. Ah bon? Très bien. Et ben, écoute, c'est original. Donc, il démarre, donc elle avait peu de contractions. Et il démarre la recette. Je les entends tous les deux dans la cuisine faire ce gâteau au chocolat. Et donc, passe-moi les œufs, le machin, le chocolat, le sucre. Et bref, plus le temps passait, plus j'entendais que les contractions devenaient de plus en plus puissantes à sa respiration. Et elle enfourne le gâteau dans le four, et elle sort de sa cuisine, et là l'enfant va naître de manière imminente. Donc je sais plus, peut-être un quart d'heure ou 20 minutes après, cet enfant naît. Ah, c'était rapide. Ouais, au moment où bing, le four a dit que le gâteau était prêt, et donc cet enfant est né dans des odeurs de chocolat. Il avait déjà son gâteau d'anniversaire. Voilà. Et pourquoi elle m'a marqué cette naissance, c'est que, en fait, cette femme a pris une décision au final. Elle a détourné son attention aussi en s'occupant, ce qui fait qu'elle a arrêté de faire de la place à sa peur, ce qui lui a permis de laisser le travail se faire. Et comme un lâcher-prise. Exactement. Et c'est intéressant, ça. Voilà. Donc ça, c'est une histoire qui me plaît bien. J'en ai d'autres, si tu veux, je peux continuer. J'aime beaucoup les anecdotes comme ça. Si tu en as une autre, allez, je suis preneur. C'est une autre, c'est aussi intéressant comme histoire. C'est un couple qui, elle a très envie, mais j'ai déjà raconté d'ailleurs dans un post cette histoire, mais c'est très joli. Elle a très envie d'accoucher à domicile, mais lui, il est pétrifié de trouille. Donc, il trouve un compromis. On va accoucher avec Sidonie en plateau technique. Donc, ça, c'est une autre organisation des soins. C'est-à-dire qu'on fait un accompagnement global, et puis on accompagne les femmes en structure, un peu de la même manière qu'à la maison, mais on est sur place. Dans une structure hospitalière. Voilà, avec qui la sage-femme a passé un contrat. D'accord. Donc, ça s'appelle un accouchement en plateau technique. Donc, je fais ça aussi. Donc, il se trouve que, voilà, nous voilà partis pour un projet d'accouchement en plateau technique. Et le jour de l'accouchement, il m'appelle. En fait, c'est lui qui m'appelle parce qu'elle a des contractions assez fortes. Et j'entends au téléphone qu'il est trop tard. Ça va pas être possible. Elle est trop forte. Elle est trop avancée dans son travail pour prendre la voiture et se rendre sur le plateau technique. Je reconnais, je l'entends. Et je lui dis, écoute, là, je pense que je vais venir. Je vais venir sur... Tout ce qu'il voulait éviter. Voilà.
Et il me dit, comment ça tu vas venir? Il y a une espèce de petite panique qui s'empare. Donc comme on n'avait pas prévu au niveau un petit peu logistique, il manquait un petit peu des trucs, donc je lui demande de réunir un tout petit peu de matériel, des sacs poubelles, enfin bon, peu importe les détails. Et je lui dis, dans la précipitation, je ne sais pas pourquoi je lui dis, et prévois un bonnet. Moi je pense au bonnet du bébé. Donc voilà. Parce qu'il faut mettre un bonnet tout de suite après, c'est ça? Ben voilà, pour éviter que l'enfant ait froid, pour éviter l'hypothermie. Comme c'est la plus grosse surface, c'est la tête chez un nouveau-né. Hein. On n'est pas du tout proportionné de la même manière. Et du coup, il y a beaucoup de chaleur qui part. Donc, on met habituellement un bonnet sur la tête du bébé. D'accord. Et du coup, on arrive précipitamment avec ma collègue chez eux et elle accouche très vite, elle accouche genre 2-3 minutes après notre arrivée. Et puis, assez vite, je réclame le bonnet du bébé. Et là, il y a eu un petit temps, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et en fait, le papa n'avait pas compris, ou j'avais pas été très claire dans la précipitation. Une fois qu'on avait raccroché, il a mis un bonnet d'adulte sur la tête de sa femme, pendant les contractions, en lui disant, Sidonie a dit qu'il fallait que je te mette un bonnet. C'est mignon ça. Voilà. Bon. Et donc, elle arrachait le bonnet en disant, tu m'emmerdes avec ton bonnet. Il lui remettait sur la tête en lui disant, mais si Sidonie a dit que... Et que, voilà, je pense qu'il était, en réalité, cet homme-là, il était très très inquiet de ce qui était en train de se passer, et ça faisait pas partie de ses possibles. Donc, bref, on a éclaté de rire, etc. Et en fait, j'ai expliqué à cet homme que quand une femme est convaincue de quelque chose qui est bon pour elle et pour sa santé et celle de son bébé, ou c'est pas bon pour sa santé, mais bon en tout cas pour sa santé psychique, en gros, ce qui est important pour une femme, il faut l'écouter. Et donc, elle s'est, de manière inconsciente, organisée pour accoucher chez elle. Voilà. Et ça s'est très bien passé. Et ça s'est très bien passé, parce que les femmes ne veulent pas mettre en danger leur bébé. Donc, si elle avait été inquiète, elle ne l'aurait pas fait. Mais voilà. Donc, voilà, on a beaucoup ri avec l'histoire du bonnet, mais ce que je voulais souligner, c'était, voilà. Et à l'inverse, il peut y avoir des discordances, dans le sens inverse. C'est que j'ai eu, dans ma carrière, parfois, des couples qui venaient me voir parce que c'était l'homme, le monsieur, qui était très animé par ce projet d'accouchement à domicile, et leur compagne, je pense, dans une volonté de leur faire plaisir à ces hommes, en même temps, je pense, était complètement d'accord intellectuellement avec cette démarche, mais elle n'avait pas fait sienne. Et donc, ces 3 femmes ont été transférées. Enfin, je veux dire, même avant le début du travail, ou au début du travail, parce que c'était finalement, devant le fait accompli, complètement inenvisageable pour elle. Faut que les deux soient raccords. J'imagine d'abord la femme qui doit Exactement. C'est vraiment elle, l'actrice principale. Est-ce qu'on peut dire que c'est un défi physique d'accepter d'accoucher sans péridurale, et donc il faut avoir une force mentale, une préparation préalable? Il y a des tas de femmes sur cette terre qui accouchent sans cette préparation. Oui, auparavant, tout le monde accouchait sans voilà. péridurale. Alors auparavant, il y avait des femmes qui accouchaient sans péridurale et qui étaient détruites psychiquement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas appliquer, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de bonne manière de faire. Il y a la bonne manière de faire pour cette femme-là. C'est toujours pareil, on en revient à cette femme-là. Qui est-elle? Qu'est-ce qui est important pour elle? Tu vérifies toujours avant, selon
la femme que tu as en face de toi, si elle est capable? Tu arrives à Ah savoir? non, c'est pas moi qui vais déterminer si elle est capable. Je vais déterminer ses motivations, qu'est-ce qui l'amène à ce projet-là. Et voilà, j'ai eu aussi des femmes qui changeaient d'avis en cours de suivi. Et c'est très bien. C'est très bien qu'elles arrivent finalement à déterminer ce dont elles ont besoin, elles. Ça t'est arrivé de refuser quelqu'un que tu n'avais pas perçu comme suffisamment motivé ou préparé? J'ai envie de dire, en général, la décision est assez conjointe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui fait, dans cette première prise de contact, qui fait qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, et la plupart des gens pour lesquels j'ai des doutes, d'eux-mêmes, ne poursuivent pas le projet. En général, j'ai rarement eu besoin de dire à un couple, bah écoutez, je ne vais pas vous accompagner parce que... Enfin, pour des raisons médicales, oui. Oh, je disais hormis médicales. Oui. Ça. Est-ce que tu as remarqué que peut-être les hommes paniquent plus souvent, plus vite que les femmes dans les accouchements à domicile? Non. Non. J'ai presque envie de dire moins, parce qu'ils sont malgré tout, quand même, malgré eux aussi, plus informés que les hommes, parce qu'ils ont des nanas qui martèlent toute la grossesse. Donc non, mais comme dans tous les accouchements, il y a des moments qui sont pas faciles, et il y a des hommes qui se posent des questions, oui, mais ça fait partie de l'accouchement, ça. Ça arrive. Alors, il y en a un peu plus que d'autres, il y en a pas du tout, mais bon, en tout cas, je vois rien d'anormal là-dedans. Est-ce qu'il faut, dans un accouchement de domicile, que le conjoint soit vraiment présent, ou est-ce que, par exemple, même à contrario, tu as déjà accompagné des femmes qui ont accouché seules? Alors, j'en ai quelques-unes, qui ont accouché seules. Seules, soit parce que... Enfin, seules, c'est pas seules, mais soit parce que le couple a décidé ensemble que lui considérait que c'était pas sa place, et que elle avait pas envie qu'il soit là. Ça m'est arrivé quelquefois. C'était une décision souvent commune. Mais quand on dit ça, ça veut pas dire que un homme n'accompagne pas ça. On n'a pas besoin d'être présent pour accompagner. Je sais pas comment dire. Tu peux être tout à fait attentif et présent en étant dans la pièce d'à côté, par exemple. Donc voilà. Et après, j'ai accompagné des femmes qui choisissaient de continuer une grossesse seule, sans compagnon. Ça, c'est encore autre chose. Je suis juste très attentive au fait qu'elles soient très entourées dans la période des suites de couches. C'est très important, parce que on voit bien, c'est quand même beaucoup de boulot. Ce tout petit bébé de 3 kilos et quelques, il occupe beaucoup d'espace, et seul, c'est... Voilà. C'est un challenge. C'est un challenge. Donc, il faut être entouré. Mais même quand on accouche en institution et qu'on retourne chez soi, c'est pareil. Ouais. Est-ce que durant, dans la série un peu anecdote comme ça, avec ce parcours de plus de 30 ans maintenant que tu as derrière toi, est-ce que tu as déjà été témoin dans un accouchement d'une forme de miracle, entre guillemets, quelque chose d'inexplicable qui est devenu, qui t'a un peu bousculé, quelque chose qui se passait mal et qui a fini par bien se passer de manière... Oui, j'en ai, enfin des situations, mais j'étais pas inquiète fondamentalement, mais j'ai une femme qui a accouché une femme qui a accouché pour la 2e fois. Donc je me souviens plus trop des circonstances de son premier accouchement, mais en tout cas elle n'en était pas satisfaite, en
En général, on dit que l'accouchement du deuxième enfant est quand même, somme toute, assez rapide. C'est d'ailleurs, quand les femmes ont 4, 5 enfants, en général, c'est le deuxième qui est le plus rapide, quand on fait les comptes à la fin. Après, ça se rallonge. Ouais, ça peut. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Il est coutume de dire que le deuxième, c'est souvent un accouchement comme ça. Pas toujours. Mais en tout cas, en ce qui la concerne, elle a mis, je sais plus, au moins 2-3 jours à accoucher. Parce que, donc, elle m'appelle, elle habitait pas tout près, donc il y avait un petit peu de route. Elle m'appelle, elle a des contractions, donc je me précipite, comme pour tous les deuxièmes, en espérant arriver avant le bébé. Ouais, ça va très vite. Ouais. Okay. Et du coup, au moment où on arrive, on la trouve, sa dilatation du col a bien commencé, bien entamée, elle est à 4 cm, mais ses contractions s'estompent et s'arrêtent. Donc au bout de quelques heures, nous repartons. Parce que voilà, on a des visites à faire, enfin on a du boulot, et puis cette espèce d'attente, ça met la pression aux femmes aussi, donc nous voilà repartis. Mais j'étais pas très à l'aise parce qu'elle était quand même bien avancée, donc en me disant, quand les contractions vont reprendre, là il va falloir courir voler, quoi. Et donc c'est ce qu'on fait, elle nous rappelle plusieurs heures après, on se précipite, on vole, et là on la trouve à 7 cm. Et les contractions s'arrêtent. C'est quand même extrêmement peu banal qu'il n'y ait plus de contractions alors qu'une femme est à 7 cm de dilatation. Bref, donc à 7 cm, là j'osais plus repartir avec ma collègue, là on est resté, mais on est quand même parti déjeuner et manger un couscous, figurez-vous, dans la même rue. Avec son conjoint, je l'ai laissé un peu mariner. Bon, finalement, on est arrivé à dilatation complète, et après, il n'y avait plus de contraction. Donc, à nouveau, une pause de plusieurs heures sans contraction. Et elle avait peur, cette femme, très peur. Alors, de manière classique, dans un accouchement institutionnel, on aurait considéré qu'il y avait un dysfonctionnement majeur et on aurait médicalisé cet accouchement. Si en déclenchant peut-être. Voilà, en poussant les contractions, en cherchant à les augmenter et tout ça. Et donc, au bout du compte, comme rien ne se passait, je lui dis, écoute, voilà, on a 2 solutions. Soit on rompt la poche des os, chose que je fais très rarement, et ton bébé naît, soit on part à la maternité. Et donc elle opte pour le départ à la maternité. Alors on range toutes nos affaires, elle s'habille, on se prépare, et un quart d'heure après, elle me demande qu'est-ce qu'on va faire à la maternité. Donc je lui raconte un peu qu'on va mettre une péridurale, on va rompre, voilà, et tout ça, et puis combien de temps je vais rester après, enfin bref. Et donc, une fois qu'on était tous prêts, elle dit, allez, hop, on rompt. Donc, on est resté, on a rompu la poche des os, et le bébé est né un quart d'heure après. D'accord. Et cette femme écrit, c'est sa profession, et donc elle a écrit un long texte pour expliquer à quel point toutes ces étapes avaient été capitales pour elle, qu'on respecte son temps. Là, tu vois, quand on a démarré, on parlait de physiologie et de pathologie. Cet accouchement aurait été considéré comme pathologique en institution. Et moi, je l'ai considéré comme physiologique. Voilà. Tu as respecté le temps de cette personne et... Voilà. Et finalement, bon, il n'y avait rien d'alarmant pour toi et tu as pu... Non, parce que le bébé, alors on a surveillé beaucoup le bébé, on a surveillé bien sûr qu'il allait bien et tout ça, et donc on a pris le temps qu'il fallait pour cette femme. Moi, j'imagine que c'est toujours mieux de prendre ce temps quand on peut, pour tout le monde, plutôt que de déclencher.
en tout cas pour cette femme, oui, c'était salutaire. Oui. Après, sauf s'il y a des pathologies. Ou voilà, il y a d'autres femmes que ça inquiéterait beaucoup, par exemple. Donc, c'est assez personnel finalement. Oui, c'est pour ça. Enfin, moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est vraiment de l'individu, enfin, de prendre l'individu. Et la médecine, j'ai envie de dire organisée, c'est compliqué dans une organisation globale de faire ça. C'est très compliqué. Donc, même s'il y a des situations où ils le font, parce que humainement, c'est tellement trop qu'ils sont obligés de le faire parfois. Et ils le font très bien aussi. Voilà. Quel est le moment que tu préfères, toi, dans les accouchements C'est le moment où le bébé naît ou... Non, c'est le moment où cette femme réalise le parcours qu'elle a fait. C'est ça qui m'émeut le plus. C'est de voir l'émotion de cette femme quand elle regarde son aventure de mise au monde. Et voilà. Est-ce que c'est comme si tu la voyais grandir un peu? Ouais, souvent, oui, ça fait grandir quand même. Ouais. En tout cas, ça fait avancer. Et elles s'en rendent compte quand, souvent, les femmes Ça dépend. Il y a des femmes, ça dépend. Ça peut être assez vite, dans les quelques minutes qui suivent, dans les quelques heures, les quelques jours, parfois un peu plus tard. Ouais. C'est ce qui te touche le plus. Oui, c'est ce qui me touche le plus. Et est-ce que est-ce qu'il faut, selon toi, ou est-ce que tu te forces à garder une distance émotionnelle avec les gens que tu accompagnes, ou au contraire, est-ce que tu partages pleinement l'aventure? Les deux sont nécessaires. Après, c'est pas mon histoire. Je peux pas avoir la charge émotionnelle des parents. Je pourrais pas travailler. Donc, mais par contre, je l'accueille, je la vois, j'aime bien l'observer. Mais voilà, on verra quand mes enfants auront des projets de bébé, comment je serai. Tu seras en mesure, toi, d'accoucher? Ah non, pas du tout, non. Justement. Enfin, non, je pense pas. Non. Par déontologie ou par... Oui, un petit peu par principe de base. Après, surtout pour le premier. Après, si jamais il y en a un qui a plusieurs enfants, on verrait. Mais le premier, c'est quand même une sacrée histoire et je pense qu'il faut de la distance. Pour moi en tout cas. Mais j'ai des collègues qui ne sont pas du même avis que moi. Parce que tu rentres dans l'intimité des gens en faisant ça, tu rentres dans le... Oui. Finalement, exactement. Tu fais partie un peu du début de cette histoire de famille, pour tellement de centaines de familles qui existent ici. En même temps, c'est un passage, c'est finalement au cours d'une vie, c'est un moment en même temps qui est très fort et en même temps qui est très court. Voilà. Et le plus important, c'est que ces gens-là s'emparent de ces événements-là et construisent leur vie. C'est de eux dont il s'agit. Voilà. Moi, je suis là pour faire une assurance, mais voilà. C'est marrant parce que parfois, j'accompagne plusieurs accouchements d'une même famille et les parents sont toujours très excités de me présenter à l'aîné. En disant c'est la dame qui était là quand tu es venu au monde. Les enfants, ils s'en tapent, ils s'en contre-tapent. C'est vraiment une émotion de parents. Oui. Les enfants, ils ont souvent assez peur de cette sage-femme qui apporte des bébés. C'est très embêtant que cette sage-femme apporte des bébés. Il y a un peu je trouve, une beauté d'avoir... la personne qui a accompagné la mise au monde d'un bébé, de pouvoir faire la rencontre après, des années après. Alors ça, j'ai eu ça, c'était très émouvant pour moi. Il y a 2 ans,
il y a une femme qui m'a recontactée pour me présenter sa fille qui avait, je ne sais plus, une dizaine d'années. Et donc, voilà, on a passé un petit moment pas très long, mais surtout que cette petite fille avait eu un problème de santé, donc elle avait, après l'accouchement, été transférée. Et j'étais franchement extrêmement ravie de la voir en si bonne santé. Et, et voilà, ça m'a beaucoup émue de rencontrer cette jeune fille. Est-ce que justement tu as eu l'occasion d'accompagner une personne que tu avais fait naître? Non, pas encore. Ça viendra bientôt. Il y a des personnes que tu as ça pourrait... qui t'ont contacté? Non. Mais j'ai envie de dire, ça fait 17 ans que j'accompagne l'accouchement à domicile. Donc j'ai envie de dire, c'est jouable. Hein. Encore 10 ans et ça pourrait. Ce serait une sacrée anecdote à raconter. Oui. Est-ce que l'accouchement à domicile peut être une étape qui peut renforcer le couple selon toi, ou au contraire peut parfois le fragiliser? Encore une fois, ça dépend des gens. Je suis désolée pour ton interview, mon grand, mais j'ai du mal à mettre les choses dans les cases. Il y a des couples, évidemment, que ça va renforcer. Oui, évidemment. Parce que c'est... Mais je veux dire, n'importe quel accouchement, n'importe où. C'est pas le lieu, là. Et puis, il y a peut-être des circonstances qui vont mettre en évidence des dysfonctionnements dans un couple. Ouais. Ça s'appelle la vie. Ouais, il vaut mieux être soudé au moment d'un accouchement à domicile pour un couple. Oui. Enfin, en tout cas, voilà. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Que ce soit à la maison ou à l'hôpital. Voilà, exactement. Est-ce que toi d'ailleurs il t'arrive de ressentir encore beaucoup d'adrénaline ou de stress durant les accouchements? Oui, et heureusement. Oui, et heureusement, parce que c'est ça qui maintient ta vigilance. Donc oui, des fois j'ai des petites montées de peur. Et c'est important de se rappeler qu'il peut se produire des choses lors d'une naissance et qu'il faut être vigilant et attentif et savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. T'as jamais eu de drame ou de choses à vivre Non, pas directement. J'ai eu des situations un peu chaudes. Qui m'ont amené à modifier ma manière de travailler un petit peu, ou de changer des curseurs à certains endroits. Et c'est important, ça s'appelle l'expérience, on apprend. Donc voilà, il faut faire attention quand tu as eu 20 accouchements qui se sont très bien passés, oui. Attention, au 21e, il pourrait se passer des choses. Et il ne faut pas penser que c'est pas parce qu'il y en a 20... L'excès de confiance peut être dangereux. Exactement. Ouais. Parce qu'en plus, tu portes sur tes épaules une charge, alors qu'en structure hospitalière, finalement, la responsabilité est partagée, on est dans une équipe. Oui. Là, tu es vraiment toute seule au front. Alors, entre guillemets, vous êtes deux sages-femmes. Alors, certaines sages-femmes ont la chance de pouvoir s'organiser et être deux. Voilà, mais c'est pas le cas de tous les territoires. Parce que sur les 100, il faut en trouver. Voilà. 2 sur 100, c'est pas... Exactement. C'est compliqué. Donc, il y a une charge pour vous, si tu es tout seul ou si vous êtes deux quand même, qui est plus difficile à gérer psychologiquement que quand on est dans une structure hospitalière. On se dit, bon, au pire... Il y a le bloc qui est pas loin, on a le matériel pas loin. Oui, c'est pour ça qu'il faut... Notre boulot, c'est beaucoup l'anticipation. Il faut savoir anticiper. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ton premier accouchement? Oui, très très bien. Comme si c'était hier. Pourquoi? Parce que c'était le premier? Oui, à domicile. À domicile, oui, bien sûr. Oui, parce que c'était dans des drôles de circonstances. Et du coup, tu m'avais posé la question, comment en es-tu arrivé à l'accouchement à domicile? Ouais. Disons que
le hasard m'a filé un coup de pied au cul, si je puis dire, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, qui m'intriguait, et je travaillais dans le cabinet actuel où je suis. Il y a travaillé une sage-femme qui accompagnait depuis 10 ans les accouchements à domicile. Donc j'ai été absolument fascinée par son travail, et je l'ai d'ailleurs accompagnée sur quelques naissances. Et puis, pour des raisons de santé, elle est obligée de s'arrêter du jour au lendemain. Elle ne peut plus travailler pendant quelque temps. Et elle essaye de trouver avec des collègues de la région des solutions pour toutes ses patientes. Et c'est un moment compliqué parce que c'est la période de Noël. Et du coup, elle m'appelle et elle me dit de manière assez rigolote et autoritaire: j'ai décidé que c'est maintenant que tu commençais. Alors je lui dis: mais comment ça? Je commence quoi? De quoi tu me parles? Oui, on ne peut pas abandonner les dames. Et du coup... Sacrée pression. Voilà, du coup, je lui dis: mais attends, il faut que j'en parle avec mon mari, il faut que je réfléchisse, voilà. Et puis, mon mari m'a dit: écoute, ça fait tellement de temps depuis tellement de temps que tu en parles, que tu y réfléchis. Et il m'a dit: c'est maintenant. On va s'organiser au niveau... Parce que mes enfants étaient encore... Enfin, mon dernier avait 7 ans. Donc, c'était encore du boulot, et voilà. Donc, bref, du coup, le sort m'a jetée dans le grand bain, et je vais, donc, le lendemain, récupérer le matériel chez la collègue. Et elle me dit: tu sais, il y a une dame qui est à terme là dans quelques jours, et sur ton chemin de retour, tu arrêtes-toi chez elle pour faire connaissance. Et donc je m'arrête chez cette dame qui visiblement est en tout début de travail, peut-être. Donc voilà, on fait connaissance, et je repars chez moi, et ils m'ont recontacté, et je suis arrivée. Elle était déjà bien avancée dans sa dilatation, elle avait bien travaillé. Et comme ça s'était un peu précipité, le papa n'avait pas eu le temps de... C'était en plein hiver, hein, on était le 30 décembre. Et donc on prévoit un petit chauffage pour qu'il fasse suffisamment chaud pour l'arrivée du bébé. Il n'avait pas de chauffage d'appoint, et il a sorti son appareil à raclette. Et la résistance de l'appareil à raclette, c'est formidable, ça marche très bien. Je pense que ça lui a dû lui coûter très cher en électricité, mais ça a été très efficace, et c'était un accouchement tellement magnifique, simple, d'une femme qui a accouché pour la première fois. Ah oui, en plus. Et tout s'est tellement bien passé. Je pense que si ce premier accouchement avait été difficile, je ne sais pas si je serais restée dans l'aventure, mais ça a été, j'ai été excitée, mais comme une puce après, pendant plusieurs jours. C'était magnifique, magnifique. Bah, justement, si tu devais écrire un livre sur ta vie de sage-femme, voilà, comme ça, selon toi, spontanément, quel serait le titre? Et quel serait le premier chapitre? Le premier chapitre, ça serait peut-être les femmes. Et le titre, je sais pas, mon grand, je sais pas. je sais pas. Un titre simple, une vie de sage-femme, je sais pas. Ça pourrait être un excellent livre. On te recevra avec grand plaisir quand tu auras écrit cet ouvrage, qui à mon avis sera très inspirant pour la suite. J'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir s'épanouir dans cette voie-là. Et justement, avec le recul que tu as pour cette dernière question que je voulais te demander, dans ton parcours, si tu pouvais parler à la Sidonie qui allait vivre tout ce parcours-là avant de rentrer, on va dire, de mettre le pied à l'étrier, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Je lui dirais ça.
j'ai fait plein de découvertes en accompagnant en observant les femmes mettre au monde. Elles n'ont pas besoin de grand monde elles ont tout en elles pour mettre au monde. Oui, d'ailleurs, Michel Audin nous a dit c'est absurde de vouloir aider une femme à accoucher. Oui, moi je me considère pas comme aidant d'ailleurs, peut-être certaines, peut-être plus que d'autres en effet, mais en gros je suis plutôt dans une position d'observatrice. Je mets un point, voilà, mon rôle principal c'est de détecter les dysfonctionnements avec un œil averti. Et après, au niveau du soutien, ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes qui te tiennent assez à distance parce qu'elles n'ont pas besoin, et puis il y a des femmes qui sont très demandeuses. Et puis ça peut dépendre de certains moments de leur travail. Voilà, c'est très variable. Donc voilà. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. C'est une très bonne phrase qu'on devrait mettre sur notre magazine aussi, pour inciter les gens à se faire leur avis par eux-mêmes. Voilà. Alors, comment ceux qui nous écoutent, s'ils veulent, je sais pas moi, essayer de vous soutenir à travers peut-être cette association oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un site internet de cette association, l'APAD? Je rappelle, l'association des professionnels qui accompagnent les accouchements à domicile. Tout à fait. Et alors, l'APAD, il y a un fonds de soutien pour aider, en fait, pour faire aide juridictionnelle aux sages-femmes qui sont embêtées en général par les institutions, par exemple l'ARS dont on parlait tout à l'heure, et qui ont besoin d'un soutien financier pour payer un avocat et réfléchir au dossier et tout ça. Et voilà, donc je pense que voilà, si on a envie d'aider l'APAD, c'est vraiment chouette. Le site c'est apad.fr, quelque chose comme ça? Absolument. APAAD.fr. Exactement. Alors on mettra le lien dans la description en plus de la vidéo, pour ceux qui voudraient essayer de soutenir. Et pour ceux qui ont un projet d'accouchement à domicile, est-ce qu'il y a une structure sur laquelle, une plateforme? Sur le site de l'APAD, il y a une carte. C'est pas le seul site, l'ANSFL aussi. l'ANSFL. Voilà, qui est l'autre association des sages-femmes libérales. Donc il y a plusieurs cartes où on peut trouver, mais il y a des régions de France où il n'y a pas de sages-femmes. Un désert. Déjà qu'il y a un désert médical. Exactement. Pour les sages-femmes, c'est pire. Une centaine de sages-femmes pour tout le pays. Voilà. Bon, j'espère que ça va motiver des carrières cette interview, parce que c'est un beau métier. En tout cas, tu as l'air épanoui dans ce travail. Oui, j'aime mon métier. Ouais. J'aime profondément mon métier. Malgré les difficultés et les sacrifices personnels aussi. Je les prends pas comme sacrifice. Il ne faut pas penser ça. Moi, je me sens pas sacrificielle, pas du tout. J'ai fait des choix et je les assume. Eh ben, merci infiniment Sidonie de nous avoir partagé ton parcours, tes anecdotes sur l'accouchement à domicile. Peut-être une urgence, non? Non, ça peut attendre. Bon, en tout cas, on a fini. Merci infiniment de nous avoir accordé ce temps-là. Avec grand plaisir. Je rappelle donc le site de l'APAD, apaad.fr, ou alors le site de la NSFL, pour trouver plus de renseignements concernant les sages-femmes à domicile et libérales. Et bien évidemment, je vous invite également à soutenir Nexus, l'un des seuls médias indépendants sans publicité disponible en kiosque, et aussi pour ceux qui veulent sur nexus.fr. Voilà, on est sans subvention et on ne vit que grâce à nos lecteurs. Donc n'hésitez pas à nous soutenir pour qu'on puisse vous proposer des interviews en accès libre comme celle-ci. Et inscrivez-vous pour la grande soirée du 5 septembre au mythique Théâtre du Gymnase à Paris. Le lien est dans la description. Sidonie, merci infiniment. Avec plaisir. J'espère à très bientôt. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.